Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue au débrief de l'actu de ce jeudi 7 novembre 2019. Et ce soir, nous débriefons une fois encore sur les 37 ans de la magistrature suprême du président de la République du Cameroun. Nous avons commencé hier en évoquant justement le contexte du 4 novembre, le contexte dans lequel le président Ahidjo a cédé le pouvoir à son successeur constitutionnel. Et ce jour, nous allons poursuivre la réflexion autour de cet an 37 du renouveau. Quelle suite donner au septennat des grandes opportunités? Le septennat, effectivement, qui a eu également un an hier, c'était le 6 novembre 2018. 6 novembre 2018, le président de la République prêtait serment devant l'Assemblée nationale du Cameroun. Et nos débriefeurs sont déjà en plateau avec nous ce soir. Je m'en vais vous les présenter. Je vais commencer par ma droite. Par ma droite, voilà. Maître Georges Teguin, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, bonsoir à mes copanélistes, bonsoir aux fidèles téléspectateurs, toujours aussi nombreux. C'est un plaisir d'être là. J'espère que nos échanges seront fructueux et que nous contribuerons chacun à sa façon au renforcement de la démocratie dans notre pays. Je rappelle que vous êtes le représentant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais sur ce plateau. Et à ma gauche, Yam Timba Dominique, je le dis quand même, Dominique Yam Timba. Vous n'aimez pas beaucoup Dominique, mais écoutez, je préfère le dire ici. Bienvenue, Yam Timba. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Et bonsoir à mes companélistes et à tous les téléspectateurs. À votre gauche, non, je reviens à lui tout à l'heure, mais à ma droite ici, le doyen Jacques Dobel, c'est le consultant de notre plateau. Bonsoir une fois de plus, bienvenue. Bonsoir, bonsoir à nos millions de téléspectateurs à travers le monde. Et puis, à l'extrême gauche, là-bas, nous avons Pierre Gaëtan Ganka. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Michael, merci de m'avoir invité. Bonsoir aux co-panélistes. Bonsoir également aux téléspectateurs de Canal International. Un bonsoir tout particulier aux populations de Kondengui. Kondengui, c'est un quartier de la ville de Yaoundé. C'est aussi là où se trouve la prison centrale et même la prison principale du Cameroun. Vous savez pourquoi je fais allusion à cette localité ou à ce quartier? Parce que c'est là où est détenu le vice-président du MRC pour des raisons que nous ignorons. Bon, puisque vous avez parlé du MRC, je préfère embrayer immédiatement et on en parle. L'arrivée justement du président du MRC, Maurice Kamto Sojo, à Bafoussam. Il est allé à Ngouaché, je crois, oui, Ngouaché effectivement, où on a vécu cette catastrophe il y a quelques jours maintenant. Plus de 43 personnes ont été tuées en ce lieu. Des nouvelles de Bafoussam ce soir? Comment il a été accueilli dans la ville, capitale régionale de l'Ouest du Cameroun? Bon, écoutez, comment il a été accueilli, je ne voudrais pas m'attarder là-dessus. Le plus important étant que le président Kamto a tenu à effectuer personnellement le déplacement de Ngouaché dans la ville de Bafoussam pour aller reconforter ses populations, pour aller se recueillir sur ce site qui malheureusement va pendant de longues années, peut-être même pour l'éternité, nous rappeler de bien tristes souvenirs. Il vous souvient que près d'une cinquantaine de nos compatriotes ont été engloutis de ce côté-là. Ils ont été arrachés à notre affection et le président élu n'aurait pas pu rester insensible. Il a effectué le déplacement et il faut surtout préciser qu'avant lui, il y a pratiquement une semaine, la vice-présidente du MRC, Mme Tyriane Noah, y avait déjà effectué une descente. J'ai eu la chance d'être dans la foule, je n'ose pas dire dans sa suite, parce que je n'en ai pas qualité, mais j'étais à Bafoussam aux côtés de la vice-présidente. Donc le MRC porte ce deuil-là avec toutes ces populations. Avant Maurice Kamto, Yam Timba, on a vu d'autres hommes politiques justement, des responsables politiques faire cette descente de Bafoussam. Qu'est-ce que ça représente justement pour ces responsables politiques de descendre sur le site de Ngouaché aujourd'hui? Tous disent aller se recueillir. Un journal a parlé ce matin du bal des vautours sur le site de Ngouaché. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette expression? Je ne pense pas que mon rôle soit de juger de l'opportunité que les gens trouvent à y aller ou d'apprécier si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Je constate simplement qu'il y a des compatriotes qui sont allés là où il y a un problème est survenu sur le territoire national. J'espère simplement que les gens y sont allés avec effectivement l'intention de se recueillir.
Mais je tiens à dire quand même que les problèmes que nous avons au Cameroun doivent être des problèmes que nous adressons d'une façon qui soit dans le sens de les résoudre, pas d'une façon qui soit dans le sens de se montrer simplement. Et la plupart de nos hommes politiques, quelle que soit d'ailleurs leur couleur, j'en parle avec un certain détachement puisque je n'appartiens à aucune formation politique, ils doivent savoir que nous attendons plus. Nous attendons plus, ce n'est pas une question de présence. Ce que nous attendons, ce n'est pas que vous soyez là, ce n'est pas qu'on vous voit, ce n'est pas que les caméras vous filment, ce n'est pas que vous nous disiez à quel point vous êtes compatissant ou vous êtes en communion avec les victimes. Mais c'est des propositions sérieuses, claires, bien réalistes, absolument réalistes et pertinentes sur comment nous devons pouvoir amener notre pays vers un niveau qui lui permette de pouvoir gérer plus efficacement ce genre de catastrophes ou même les anticiper. Voilà ce que nous attendons des hommes politiques. Et malheureusement, je ne sais pas qui a parlé du bal des vautours, mais j'ai comme le sentiment quand même que je n'ai pas entendu beaucoup de propositions structurées, parfaitement détaillées sur comment à l'avenir anticiper ou gérer ce genre de catastrophe. Maître Georges Teguin, samedi prochain, le chef du gouvernement, le Premier ministre, sera lui aussi à Bafoussam pour une messe justement qui sera organisée en la mémoire de ces 43 personnes victimes effectivement. Et pour revenir à l'expression de tout à l'heure de ce bal des vautours, je fais le détail un tout petit peu de l'article de ce journal qui faisait état de ce que l'on aurait pu prévenir ce type de catastrophe, comme disait Yam Timba tout à l'heure, mais seulement on a laissé faire pour venir organiser une messe après sur la dépouille de ces personnes qui sont parties. C'est pour vous poser la question sur la nécessité ou alors l'importance de cette messe à laquelle doit participer le Premier ministre chef du gouvernement samedi prochain à Bafoussam. Permettez-moi d'abord de présenter mes sincères condoléances aux familles durement éprouvées par cet événement malheureux. C'est bien triste que des familles se soient installées dans une précarité regrettable. Je dois également faire observer que nous sommes dans un pays où il y a des règles, il y a des lois, et il faudrait que chacun des acteurs politiques, que ce soit les journalistes, les syndicats, les organisations, tous les éléments du corps social, les politiques, nous devons tous contribuer à la formation de nos citoyens au respect des règles et des valeurs. Vous dites que comment les éviter? Il vous souvient que si vous avez suivi, le sous-préfet s'y était rendu et avait indiqué aux populations qu'effectivement c'était un grand danger de s'y installer. On leur a même demandé de partir, mais il y a, ce que je vais regretter, un problème d'insoumission à l'autorité qui est effectivement regrettable. Mais quelquefois je regarde et je dis, lorsque vous voyez même les personnes les plus avisées contester le Conseil constitutionnel alors qu'ils professent dans les institutions universitaires, vous vous posez beaucoup de questions. Mais bon, là n'est pas le sujet. Vous avez posé une question qui est assez intéressante. L'intérêt, c'est le déplacement de M. le Premier ministre chef du gouvernement. Lorsque l'événement est donc arrivé, c'est triste et le gouvernement doit témoigner aux familles durement éprouvées toute sa compassion et sa solidarité. C'est pour cela que nous pensons qu'il est tout à fait normal et logique que M. le Premier ministre chef du gouvernement s'y rende pour présenter les condoléances du gouvernement aux familles durement éprouvées. Mais à l'avenir, ce que je souhaite, et puis maintenant c'est un souhait, nous devons, nous tous au Cameroun, continuer à travailler dans le sens de la formation, l'éducation des masses. C'est très important. Si nous ne travaillons pas, nous n'aurons pas une démocratie, nous n'aurons pas un pays, une république responsable. Et puis, je vais le dire de ma modeste place, même les politiciens, si on va vers l'irresponsabilité politique, on ne va pas construire une grande nation. Notre nation sera construite si nous nous dotons des valeurs et nous les respectons. La première valeur, c'est l'institution. Nous devons avoir des institutions fortes. Et les institutions ne seront pas fortes par elles-mêmes, elles seront fortes parce que nous aurions voulu qu'elles soient fortes. Si nous nous dotons d'un conseil constitutionnel après tant d'années et à sa première décision, ce que je suis en train d'observer, ça me laisse un peu, et ça je dois le dire pour le regretter, on va vous dire c'est parce qu'il n'y a pas, l'institution doit être respectée. J'ai vu en France, quand on installait le président Macron, le président du conseil constitutionnel, Laurent Fabius, prendre la parole, vous avez suivi. Monsieur le Président,
Vous devez défendre la France de la métropole, la France des Outre-mer, défendre son rang dans le monde. Et c'était en présence des élus de gauche comme de droite. Ils étaient tous là, contents de dire, ça c'est le Conseil constitutionnel, c'est notre président, il prête serment. Je souhaite que chez nous, parce que ça part des valeurs, c'est-à-dire que ça part du sommet vers la base. C'est-à-dire que si les autorités politiques, nos responsables politiques ne respectent pas nos valeurs, nos institutions, on peut comprendre que les masses s'entêtent à se maintenir dans des zones dangereuses. Lorsque les populations ont reçu un message de quitter les zones, lorsque le plan d'occupation des sols n'a pas prévu qu'une zone est constructible, lorsque le schéma du urbanisme n'a pas prévu qu'une zone soit constructible, il est de bon ton que lorsque les populations en sont informées, qu'elles quittent le lieu sans avoir besoin de contraintes. C'est un problème d'engagement moral, c'est un problème de respect des valeurs, de respect des normes. Je vais saisir la perche que vous m'avez tendue, Maître Georges Teguem, pour rentrer immédiatement dans le sujet qui nous intéresse ce soir. Vous avez évoqué le Conseil constitutionnel tout à l'heure et je vous suggère, messieurs, de discuter justement des évolutions au plan politique qu'on aura eu au Cameroun entre 1982, effectivement, et ce jour justement 2019, avec les premières contestations, vous l'avez dit, le Conseil constitutionnel qui venait à peine d'être mis sur pied. Mais seulement, Maître Teguem, on a entendu justement des discussions, tout ce Conseil constitutionnel. Ça, c'est pour faire déjà ce bilan de la mise sur pied des institutions au Cameroun. Le Conseil constitutionnel se félicite effectivement qu'il ait finalement été mis sur pied. Mais la contestation que font certains partis politiques repose sur la qualité des membres de ce Conseil. On l'a suffisamment entendu lors de l'élection présidentielle. Mais fallait-il attendre plusieurs années, toutes les années qu'on a entendues, et finir par mettre sur pied un conseil qui est contesté immédiatement dès ses premières décisions, Maître Teguem? Posez la question à ceux qui contestent le Conseil constitutionnel. J'ai déjà eu un m'exprimer sur le sujet. Le Conseil constitutionnel, c'est Mba Oumarou Sanda. C'est le magistrat le plus intègre de ce pays. Le Conseil constitutionnel, je ne veux pas parler de celui qui est passé à l'Orient éternel, qui était un brillant. Il était le meilleur du collège Vogue de Yaoundé. Sur au moins 25 générations. Il avait eu la meilleure note à l'école. Jean, voulez-vous dire comme quelqu'un que le problème n'est pas la compétence? Non, écoutez, mais c'est comme ça. Excusez-moi, monsieur Michael. Oui. Il faut savoir une chose. Quel que soit celui que vous nommerez, il viendra de quelque part. Les choix sont faits sur les compétences, sur le parcours professionnel, parce que celui-là, dont je parle, il était président du tribunal arbitral de la francophonie. Vous avez des professeurs agrégés au Conseil constitutionnel. Vous avez des magistrats de rang. Vous avez des... Écoutez, nous devons les respecter. Dites-moi, montrez-moi quelqu'un au Cameroun qui remplit aux critères pour être désigné juge constitutionnel, qui ne soit pas parti de quelque part. Il n'y a pas de Camerounais qui, à une certaine époque, en tout cas ceux qui sont là aujourd'hui, n'étaient pas soit à l'UPC, soit à l'UNC, soit au RDPC, soit au SDF, soit quelque part. Moi, il me semble que nous devons, nous Camerounais, et je le dis encore une fois, je demande l'aide des journalistes, des syndicats, des politiques, valoriser nos institutions, qu'elles soient fortes. Il y aura toujours à redire, Monsieur Michael, si on vous demandait maintenant de constituer le Conseil constitutionnel, vous choisirez ceux que vous aurez sous la main comme étant les meilleurs en regardant leur parcours scolaire et leur parcours professionnel. Ba Oumarou Sanda, j'insiste sur ce monsieur, c'est un magistrat de haut rang. Renseignez-vous, on vous parlera de lui. Ce monsieur a fait toute sa carrière dans la magistrature, étant toujours, c'est-à-dire, il a d'une probité indiscutable. Les villes où il est passé, il a laissé une empreinte indélébile. Renseignez-vous. Le président de la République choisit des gens comme ça. Nomme au Conseil constitutionnel, des gens comme celui-là, nomme au Conseil constitutionnel. Il rend une décision, et ça devient... Nous, de toutes les façons, ce que je pense, c'est que nous devons respecter nos institutions. Si les gens demandent la décentralisation, on met en place la décentralisation pour qu'on la conteste à nouveau, c'est que certainement, on n'arrivera pas à bâtir un pays. Bâtir une nation, c'est l'acceptation des normes, l'acceptation des valeurs, l'acceptation des institutions que nous nous dotons. Tout à fait. En parlant de Conseil constitutionnel, on parle bien sûr de démocratie. Yam Timba, sur la question, est-ce que vous comprenez ces formations politiques et même des observateurs qui estiment que ce Conseil a été mis sur pied? Je vous propose la question que j'ai posée à M. Teguem tout à l'heure, mais autrement, que ce Conseil a été mis sur pied. Finalement, on sait son rôle justement de valider les résultats de l'élection présidentielle pour valider des élections qui sont finalement contestées par une formation politique depuis quelque temps. Est-ce que vous
vous comprenez le problème de la qualité des membres qui est posé par une formation politique pour ce conseil? Vous êtes sûr, monsieur, que vous avez qualité à présenter cette émission? Vous êtes sûr? Vous en êtes sûr? Je ne sais pas. Très bien. C'est ça, en fait, c'est ça le vrai problème. C'est que vous-même, vous ne savez pas si vous avez qualité pour poser. Enfin, vous le dites honnêtement. Pourquoi? Parce que vous pensez que il y a une décision qui vous a amené là. Et que ceux qui ont pris cette décision, malheureusement, dans les circonstances actuelles, c'est celle qu'ils pouvaient prendre. La vie coule comme une rivière. La vie ne s'arrête pas. Ce n'est pas un arbre planté quelque part. Encore que cet arbre, l'arbre est vivant. Il y a de la sève qui monte, qui descend, il y a les arbres, les feuilles qui bougent. Nous ne pouvons pas imaginer que nous aurons un conseil constitutionnel qui sera constitué de Camerounais qui sont nés en 2019. Mais nous devons vivre en 2019. Vous comprenez? Donc nous n'allons pas attendre que les gamins qui ont 2 ans, c'est eux qui vont être au conseil constitutionnel. Il faut que nous sachions faire avec ce que nous avons et que nous sachions avancer. Cela m'amène à formuler une pensée qui me hante depuis que j'entends les gens dire « Mais quel est le bilan du président Paul Biya ?» Oui. On peut venir dire « Oui, mais on a tel nombre de kilomètres de route, on a tel port, on a tel nombre d'étudiants, tel nombre de médecins, ou ceci manque, s'il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. » Il y aura toujours ceux qui vont penser que le président Paul Biya a pu faire ce qu'il a fait avec ce qu'il avait. Il y en aura d'autres qui estimeront qu'il aurait pu faire mieux et ou alors qu'il n'a d'ailleurs rien fait du tout. Oui. Je pense que ce qui ressort aujourd'hui, nous sommes le 7 novembre, après tout ce qui est la journée d'hier, ce qui est important, c'est de nous dire, mais un bilan politique, quelle est son essence? Un bilan, le bilan d'un homme politique, ce n'est pas le nombre de kilomètres seulement, ou le nombre d'hôpitaux, le nombre de personnes formées, ou la qualité de la vie. Le bilan, l'essence même, in fine, le bilan d'un homme politique, c'est une opportunité. Et dans le cas du Cameroun, c'est une opportunité. Mais la question vient tout de suite. Quelle opportunité? Mais l'opportunité de finalement nous ressaisir de ce pays et d'en faire quelque chose de meilleur. Vous pouvez dire tout ce que vous pouvez dire sur ce président. Dans tous les cas, les 37 ans dont vous parlez sont déjà passés. Ça, ce sont les feuilles sur lesquelles il a pu écrire ce qu'il a pu écrire. C'est pour ça que nous allons nous projeter tout à l'heure, justement. Voilà la raison pour laquelle, je pense que tous les partis politiques de notre pays devraient considérer l'opportunité. Les incompréhensions d'hier, les quiproquos d'hier, les conflits d'hier, si nous continuons à les traiter, nous continuons à les traîner, ce qui va se passer, c'est que le pays va vivre dans le passé. Et je pense que personne n'a intérêt à ce que le pays vive dans le passé. Tout à l'heure, lorsque nous parlions de ce qui s'est passé à Bafoussam, nous ne sommes pas restés sur le fait que les gens leur avaient demandé de partir, ils sont restés, de toutes les... Non, nous avons dit, tous on était d'accord sur le fait que, espérons qu'on ait désormais les moyens d'anticiper et de mieux gérer. Ça veut dire que nous devons être portés par l'amour et l'espoir, par la foi en quelque chose. Et ce quelque chose, c'est de dire, il y a un conseil constitutionnel qui a été nommé, on ne pouvait pas nommer des Martiens, on ne pouvait pas appeler des Brésiliens pour les y nommer. Il fallait nommer des Camerounais, et les critères objectifs qui ont été définis pour que ces gens soient nommés, malheureusement, ceux qui sont là aujourd'hui, la question, est-ce qu'ils pouvaient satisfaire ces critères? Si nous nous en tenons au fait que tel porte tel nom, ou tel a été militant de tel parti, ou tel a travaillé ici, ou tel est né là-bas, a grandi là-bas, nous n'aurons jamais personne à nommer au Conseil constitutionnel. Peut-être que quand on aura évacué tous les juristes, et qu'on viendra me demander à moi, qui ne suis pas juriste, peut-être à ce moment on dira qu'il n'a jamais été dans un parti politique, on peut le nommer, mais aurais-je les compétences juridiques pour y siéger? Donc il faut que j'appelle vraiment les partis politiques en tant qu'électeurs, parce que moi ce que je suis c'est électeur potentiel. Ouais. Je les appelle en leur disant, écoutez, ce qui est fait est fait. Si vous devez vous rendre compte que si vous vous en tenez à tirer sur le passé et à traîner le passé, vous détruisez le pays. Ce qui est important, c'est aujourd'hui, et c'est pour ça que je parle d'opportunité.
quelle opportunité présentez-vous? Il y a un certain nombre d'échéances qui arrivent. Il y a un certain nombre d'opportunités qui arrivent. La politique dans un pays, ce n'est pas que la présidence de la République. Si vous contrôlez le Parlement, à tout au moins l'Assemblée nationale qui sera élue bientôt, vous contrôlez les mairies, les conseils municipaux, vous êtes capable d'impulser du changement, de la transformation dans le pays. Et donc aujourd'hui, malheureusement, j'espère que tout le monde le comprend fort bien. Il est temps de savoir que quand on conteste, on doit apporter tous les éléments qui permettent de soutenir cette contestation. Et si vous pensez avoir apporté tous les éléments qui soutiennent cette contestation, mais que l'institution en face a estimé que ce n'était pas le cas, mais c'est ça la justice. La justice ne signifie pas du tout que lorsque vous êtes débouté, vous mettez le pays à feu et à sang. La justice signifie que lorsque vous êtes débouté, eh bien, vous vous réorganisez pour aller de l'avant. C'est pour ça que le terme jurisprudence a du sens. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que, sans le savoir, nous appelons tous des institutions fortes, mais voilà l'institution, l'une des plus importantes de notre pays, qui est en train d'être fragilisée, parce que ces décisions qui sont réputées définitives, malheureusement, sont contestées. Et ça, c'est un sérieux problème. Et je me souviens que tout le monde, ça a été un tollé au Cameroun, lorsque un ministre s'était opposé à une décision de la Cour suprême il n'y a pas longtemps. Tout le monde a été unanime pour dire, mais vous ne pouvez pas vous permettre de contester une décision de la Cour suprême. Donc, si nous voulons des institutions fortes, nous devons savoir accepter le jeu démocratique. Et le jeu démocratique consiste en ceci que ces institutions que vous pourrez contrôler vous-même demain, aujourd'hui, vous devez pouvoir leur donner la possibilité de s'exprimer comme elles en décident. Et comme ça, demain, quand elles seront sous votre propre contrôle, elles pourront décider et les gens comprendront que vous demandiez, vous insistiez pour que ces décisions soient respectées. Pierre Gaëtan Gankam, en restant sur ce que dit Dominique, justement, il faut se projeter vers l'avenir. Est-ce que justement votre formation politique, c'est bien d'elle qu'on parlait tout à l'heure en parlant de contestation du Conseil constitutionnel et bien d'autres s'inscrit dans cette lignée aujourd'hui? Si oui, si on nous disait qu'elle s'inscrivait dans cette lignée, mais à un moment donné, on se poserait la question encore de savoir sur la question des libertés, justement, puisqu'on parlait de démocratie, mise sur place du Conseil constitutionnel et bien d'autres, des libertés. Depuis quelque temps, on sait de certaines formations politiques qui crient haut et fort qu'elles n'ont pas la possibilité de pouvoir manifester. Par exemple, j'en écoutais encore ce matin qui disait que hier 6 novembre, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais a manifesté à travers tout le pays, mais d'autres formations politiques n'ont pas pu le faire. Est-ce que dans ce cas, j'allais peut-être poser la question à Yam Timba, mais je reviendrai peut-être à lui tout à l'heure, mais est-ce que dans ce contexte-là, justement, on se calme et on se dit, on attend que demain ce soit mieux, ou alors qu'est-ce qu'on fait pour votre cas, pour le cas de votre formation politique? Michael Timkeo, vous savez l'admiration que j'ai pour vous et pour le média qui vous emploie. Mais je vais vous dire tout de suite à quel point je suis embarrassé. Parce que je me demande bien de quoi nous parlons sur ce plateau. Il est question du bilan de 37 ans de monsieur. Vous nous parlez de la contestation d'une décision du Conseil constitutionnel ou du Conseil constitutionnel en lui-même. On a très vite fait le lien entre une catastrophe qui a arraché à notre affection une cinquantaine de compatriotes et ce qu'on appelait l'insoumission. Et de cette insoumission, on est parti du Conseil constitutionnel. Et puis finalement, patatras, on fait le procès d'un certain parti politique. Vous venez de m'apprendre qu'il s'agit du mien. Je voudrais relever que Maître Georges Teghem a prononcé le thème Conseil constitutionnel à 7 reprises et les institutions à 7 reprises également. Conseil constitutionnel étant une institution. Ça m'amène à m'interroger, poser la question de savoir si ce qu'ils ont à nous offrir comme bilan de 37 ans de règne sans partage, de brutalité, de sauvagerie politique, de gabegie, de corruption, c'est le Conseil constitutionnel. Georges Teghem nous a également fait savoir que ceux qui constituent ce Conseil constitutionnel-là sont triés sur le volet, sont des magistrats du haut vol et
Ça m'amène à la conclusion suivant laquelle de la bonne graine, on n'en trouve que dans son parti. Je comprends donc finalement pourquoi on en est là. Parce que si on se dit que pour constituer un collège de, je ne sais pas moi, 7 ou plus de magistrats, on ne peut en trouver que dans un parti politique, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Ça veut dire que les autres ne valent rien. Les autres sont des bons à rien. Et puis, on se distribue des privilèges et des postes entre copains. Et puis, on se retrouve sur ce plateau à nous dire la compétence, ce sont des juges, des magistrats chevronnés, on nous cite des noms. Et on nous met même au défi de trouver ceux qui sont plus compétents que cela. Je voudrais demander à Maître Tegem ce qu'il met comme charge sémantique dans ce vocable compétence. C'est le Cameroun est un vivrier de compétences à ce qu'il me semble. Donc, lorsqu'on vient sur un plateau, on doit quand même être assez modeste et humble pour ne pas insulter les autres Camerounais. Parce qu'il y a 250 et plus de partis politiques dans ce pays. Nous fait croire qu'on n'a pas pu faire mieux, qu'on était obligé d'aller trouver, d'aller piocher seulement là-bas. C'est une insulte à notre intelligence. Il se trouve simplement, pour parler de la situation de Ngouaché, que, comme Maître Tegem l'a si bien dit, le sous-préfet y est allé. Mais il y était quand? Il y était il y a 2 ans. On est sorti du sujet, Pierre Gaëtan. Oui, vous êtes allé du sujet vers le Conseil constitutionnel, qui n'était pas le sujet à l'ordre du jour. Pierre, s'il vous plaît, écoutez, oui. Je veux repréciser. Pour vous, vous semblez, vous l'avez dit, vous ne savez pas de quoi est-ce qu'on parle. En vous invitant sur ce plateau, je dis qu'on parlait justement des 37 ans de pouvoir du président de la République. Et on a parlé du Conseil constitutionnel et on fait justement le bilan des avancées politiques dans notre pays. Et en parlant d'avancées politiques, on parle bien sûr de la mise sur pied du Conseil constitutionnel, des libertés et de la démocratie. J'espère que je suis assez clair désormais et que vous comprenez, vous comprenez de quoi je parle. Je vous ai posé justement la question sur les libertés. Voilà, mais vous voulez parler de... Je vous avais compris en tout cas, je vous avais compris. Je disais donc que il se trouve tout simplement que le gouvernement camerounais le gouvernement camerounais, Michael, vous savez, c'est difficile lorsqu'on doit parler des libertés publiques dans un pays où les forces de l'ordre, les forces de maintien de l'ordre s'apparentent beaucoup plus souvent aux forces du désordre. Vous m'excuserez, mais je vais encore parler de la situation de Ngouaché et vous comprendrez à la fin. Si vous ne comprenez pas, vous m'excuserez. Parce que lorsque les forces de l'ordre, parce que le sous-préfet est quand même le patron d'une circonscription comme celle-là, lorsqu'on est descendu et qu'on a interpellé les populations en supposant que cela a été fait, parce que pour avoir été sur le terrain, il me semble que c'est après la catastrophe que des personnes sont venues à poser des croix de Saint-André. Et j'ai vu ces croix qui étaient encore saignantes. Ce n'est qu'en ce moment-là qu'on a posé des croix de Saint-André. Comment se fait-il qu'on ait laissé des personnes s'installer sur ce site? C'est dire que l'autorité administrative a démissionné. Cette autorité-là n'est présente que lorsqu'il faut museler l'opposition et surtout une certaine opposition parmi laquelle le MRC. Cette autorité n'est là que lorsqu'il faut brutaliser, enfermer, et ce n'est pas par hasard si j'ai parlé dès l'entame de cette émission du cas de Mamadou Mota. Vous comprenez maintenant parce que nous parlons des libertés. Donc, si on veut nous vanter la mise sur pied du Conseil constitutionnel, je voudrais bien qu'on puisse élargir un tout petit peu le spectre et regarder autour de nous. Il vous souvient qu'il y a à peine une semaine, le professeur Kamteo a programmé un meeting à Yaoundé qui a été reprimé dans le sang. Avant ça, le docteur Apollinaire Oko, régional MRC du Sud, après sa libération, parce qu'il a été embastillé pour je ne sais trop quelle raison, pendant plus de 4 mois, après donc sa libération, ses amis politiques, ses amis tout court et ses frères ont cru bon devoir l'accueillir dans son Nebolova natal. Sauf qu'à l'entrée de la ville, il y a un cordon de sécurité qui avait été mis sur pied pour empêcher à ces personnes-là d'accompagner le docteur Oko dans sa terre natale. Donc,
si vous voulez qu'on vienne ici parler du régime ou alors des 37 ans, parce que je me refuse de me projeter sur cette autre année, parce que c'est un mandat de trop, je préfère le dire tout de suite. Donc, de grâce, parlons des 37 ans, et pour moi, ce sont 37 années de catastrophe. Un seul exemple. Si d'aventure les Camerounais que nous sommes sur ce plateau, un de ces 4 matins se réveillaient et trouvaient au chevet de leur lit des visas, je parie que au bout de 3 ou 4 heures de temps, plus de 70% de la population serait montée dans un vol pour quitter ce pays. Parce qu'il ne fait pas beau vivre au Cameroun. Michael Chipkio. Qu'est-ce que les jeunes font? Ont-ils des emplois? Parce que c'est de ça qu'on doit parler. On ne peut pas venir là parler de 37 ans d'un règne et puis on passe le temps à nous entretenir dans une litanie sur le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, il ne doit pas être contesté. Il ne doit pas être contesté. On ne devait pas rester sur le Conseil. Je vous ai dit d'entrée que cette émission, cette série sur les 37 ans, l'a débuté depuis hier. Et ce jour, nous nous projetons sur les 6 dernières années, effectivement, du septennat des grandes opportunités. C'est ce que je vous ai dit au départ de l'émission. Si vous avez terminé, on va donner la parole à quelqu'un d'autre. Vous n'allez pas me faire le procès, vous aurez coupé. Non, Dominique Yamtiba va réagir rapidement. Et Jacques Dobel, oui, Jacques Dobel va prendre la parole juste après. Yamtiba, rapidement. Non, ce que je voudrais dire, c'est que bon, il faut qu'on s'entende bien. Il faut qu'on s'entende bien. Il n'y a pas un seul Camerounais qui ne fait pas partie de la solution. Il n'y en a pas un seul. Nous faisons tous partie de la solution parce que c'est notre pays à nous tous. Et nous devons simplement essayer d'avoir tous des propos modérés. Et essayer tous de comprendre qu'il y a des raisons pour lesquelles certains pays sont grands et d'autres pas. Je vais juste raconter une anecdote dans un pays qui est considéré comme un très grand pays dans le monde. Rapidement. En l'an 2000, vous vous souvenez tous du conflit, du contentieux électoral aux États-Unis. Les démocrates estimaient qu'ils avaient gagné les élections. Tout le monde était persuadé que Al Gore avait été élu, qu'il y avait eu des tripatouillages en Floride. Vous et moi, nous n'étions pas là-bas. Mais ce qui en est ressorti, c'est que Al Gore, et c'est ça qui a fait finalement de lui aujourd'hui la grande figure qu'il est aux États-Unis. Je ne peux pas contester la Cour suprême des États-Unis parce que le jour où je la conteste, je la fragilise. Et si je la fragilise en tant qu'ancien membre du gouvernement, parce que c'était le cas de Al Gore, il était vice-président. En tant qu'ancien membre du gouvernement, si je conteste la décision de la Cour suprême, je vais fragiliser la Cour suprême, je vais fragiliser le pouvoir judiciaire. Nous devons être cohérents dans ce que nous faisons et nous devons pouvoir nous dire, dans la vie, il peut y avoir des moments où, à tort ou à raison, nous avons perdu. Mais, quel que soit ce que nous avons perdu et quel que soit ce que nous sommes, notre pays est au-dessus, plus important que nous. Merci. Et donc, juste la conclusion, oui. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que personne ne fera le procès d'un parti politique. Personne, aucun Camerounais sérieux ne fera le procès d'un parti politique, quel qu'il soit, et surtout pas le vôtre. Ce que les Camerounais ne feront pas non plus, c'est de dire que un certain nombre de choses vers lesquelles ils vont soit retardées ou soit compromises du fait d'un certain nombre de cris ou de revendications. Toute revendication qui peut être formulée par un parti au Cameroun a du sens, doit être prise en considération, mais que ces revendications n'entravent pas notre développement, parce que le Conseil constitutionnel tel qu'on en parlait, oui, c'était de dire que nous avons eu une évolution qui a permis d'arriver là. Tout à fait. Et que, comment on peut faire pour que les prochaines années, peut-être, l'améliorer peut-être, et les prochaines années, cela nous serve pour stabiliser davantage. Justement, et avoir plus de paix dans le pays. C'était l'objectif. Messieurs, je vous prie, ne nous enfermez plus dans ce débat, s'il vous plaît. On va évoluer, Pierre Gaëtan, si tu le permets. Vraiment, Jacques devrait prendre la parole. Il n'a pas parlé depuis le début de cette émission. Et je voudrais d'ailleurs qu'il conclue sur cette question. Et on va passer à autre chose après, je vous en prie, messieurs. Sur la question justement de ces libertés-là, Jacques Dobel, que répondez-vous à ceux qui disent justement
qu'on semble avoir reculé de 50 ans en arrière dans notre pays au sujet des libertés individuelles, liberté d'expression et bien d'autres. On le dit chaque jour, on l'écoute dire que le Cameroun est rentré 50 ans en arrière, il n'y a pas la possibilité de s'exprimer et tout, et autres. On s'appuie parfois justement sur ces interdictions systématiques de manifestation de certaines formations politiques et bien d'autres. Que répondez-vous à cela? Vous qui avez vécu les deux époques, c'est-à-dire celle d'Aïdjo et peut-être celle-ci. Je pense que je serais très à l'aise à répondre à cette question-là, d'autant plus qu'en 1958, à la naissance de l'UPC, qui est quand même un parti pionnier dans la conquête de la liberté, des libertés et de la souveraineté de ce pays, j'avais 13 ans. À l'accession de ce pays à l'indépendance, j'en avais 15. J'ai vu évoluer le pays. Moi, je suis tenté de demander à ceux qui contestent ce qui se passe aujourd'hui. Je n'ai jamais jamais milité dans un parti. Je le dis peut-être, certains me trouveront peut-être antipatriote et tout ce qu'ils voudront. Mais je voudrais dire une chose. Si, quel que soit le parti qui arrive au pouvoir aujourd'hui dans ce pays, avec qui va-t-il travailler? Avec les fonctionnaires. Nous en avons vu des générations passer depuis 1970 ans, comme ça, à la naissance du Cameroun moderne. Nous avons vu passer des générations de Camerounais fonctionnaires. Il y en a qui ont travaillé avec Aïdjo, il y en a qui ont travaillé avec Aïdjo et Biya. Il y en a aujourd'hui qui travaillent avec Biya. Ça me pose un certain problème. Si aujourd'hui un autre parti arrive au pouvoir, avec qui va-t-il travailler? Avec les fonctionnaires qu'il va trouver sur place. Je ne sais pas, bon, je crois qu'il y en a 18 000 en ce moment. Vous pensez que si un parti arrive aujourd'hui à la tête de ce pays, il va renvoyer dans les villages les 18 000 fonctionnaires qu'il va trouver pour prendre de nouveaux fonctionnaires? Je ne pense pas. Il faudra travailler avec cela. Mais amener les Camerounais, et ça devait commencer à l'ère où ces partis sont dans l'opposition. Et quand j'observe, parce que je suis journaliste depuis 1970, j'ai eu le temps d'observer un certain nombre de choses. J'ai eu le temps d'observer l'avènement du multipartisme. Et je n'ai pas froid aux yeux de dire que après l'euphorie de 1990 à 1992, j'ai bien l'impression que très peu de partis travaillent pour inculquer le sens du patriotisme à nos compatriotes, à nous tous qui sommes observateurs de la société, partisans dans les partis politiques et tout ça. Oh, moi, j'ai plutôt eu l'impression que un leader d'un parti politique m'a dit il y a quelques années que quand on coupe une tête, elle ne repose pas. Et je lui avais dit, monsieur, j'ai l'impression que Biya est plus démocrate que vous. Parce que tout ce que nous écrivons contre ce monsieur, s'il avait dans sa tête qu'il pouvait couper une tête qui ne repousserait pas, on ne serait plus de ce monde. Nous sommes nombreux à ne plus être de ce monde. Cela veut dire tout simplement qu'il y a un réel travail qui doit se faire. Et il ne doit pas tout seulement se faire au niveau des partis. Il doit commencer dans nos familles. Parce que moi, je me souviens que entre la naissance de l'UPC en 1958, passé les années 60 jusqu'à, disons, 1970, on a vu l'UPC travailler, hein, dans les villes comme dans les villages. J'ai lu un livre très intéressant de Philippe Gaillard qui a parlé de l'action de l'UPC. Le livre était d'ailleurs intitulé Amadou Aïdjo, patriote ou dictateur, je crois, ou alors je le résume comme ça. Et c'est là-dedans c'est dans ce livre que Philippe Gaillard a parlé de l'action de l'UPC, qui rendait même la justice dans les villages, parce que l'UPC faisait du travail. Je ne vois pas aujourd'hui beaucoup de partis politiques faire ce travail. Le slogan qu'on retrouve aujourd'hui dans les partis politiques, c'est Biya doit partir, Biya must go. Mais Biya must go, qu'est-ce qu'on va remplacer? Pour le remplacer par quoi? Par quelle idéologie? Et l'idéologie devrait partir de l'opposition.
c'est vrai, vous allez me rétorquer que je ne suis pas dans les partis pour savoir comment on travaille là-dedans, mais j'ai beaucoup d'amis dans ces partis politiques-là. Et nous avons l'occasion de discuter de temps en temps. Et je ne les condamne pas du tout, mais j'ai l'impression que la vision n'est pas sur l'avenir de ce pays. Les gens veulent absolument arriver au pouvoir aujourd'hui, gérer le pays comme ils entendent, parce que le RDPC a tout bouffé. Mais comment on va faire pour remplacer ce RDPC-là? Faire mieux que lui. Je peux fauter, hein, je parle sous le contrôle de beaucoup de trois Camerounais, en dehors de nous qui sommes de Canal 2. Bon. Pierre Gaëtan, oui, Oui, vous vouliez réagir tout à l'heure. Oui. Oui, très rapidement. Rapidement, on va passer à autre chose avec Georges. Très bien, Teghem, merci oui. de m'avoir attendu cette pêche. Je voudrais juste rassurer M. Dobel, avec tout le respect dû à son rang, que le MRC ne compte pas gouverner le Cameroun avec des Maliens ou avec des extraterrestres. Non. Une fois, le MRC compte gouverner avec des Camerounais, mais des Camerounais d'une autre mentalité. Parce que, en l'état actuel des choses, il nous semble que la machine est grippée. Et il faut impulser une nouvelle dynamique. Vous avez suivi mon co-panéliste, M. Timban, vous dire tout à l'heure que nous faisons tous partie de la solution. J'aurais bien aimé que ce soit vrai. Mais lorsqu'il le dit, il me semble qu'il n'a pas bien suivi Maître Teghem qui est en face de moi. Il vous a dit que la compétence, on ne la trouve que dans son parti. C'est-à-dire que nous autres, nous n'avons rien à apporter dans ce grand rendez-vous-là. Ça pose donc problème. Mais lorsque le MRC aura l'occasion de gouverner ce pays, il le fera avec tous les fils et filles du Cameroun. Je le dis pour vous rassurer, mais aussi et surtout pour rassurer les téléspectateurs. Oui. Dire sur ce qui est de la formation que le MRC est un modèle dans ce sens. Sauf qu'en face, on assiste à la barbarie, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je vous prends un exemple. Au mois de septembre, nous avons initié ce que nous avons appelé les journées d'éducation politique. C'était une initiative de mon jeune ami politique, en la personne de M. Wilfried Claude Ekanga, qui a voulu piloter depuis l'Allemagne. Il a recruté sur le terrain des militants du parti qui devaient encadrer les jeunes, pas seulement du MRC, mais nous avons été brutalisés une fois de plus au lieu de cette cérémonie. Dans un tel contexte, comment voulez-vous que les gens puissent s'exprimer? Il se trouve tout simplement que vous avez également semblé dire que M. Biya est très démocrate, que non. Si les partis politiques avaient l'occasion de se déployer, je vous mets au défi, si je lance là tout à l'heure une annonce invitant les gens à un lieu demain à 12h, allez-y à 12h. Vous verrez que le site sera quadrillé par les forces de maintien de l'ordre. Pourquoi? Donc, les partis politiques font ce qu'ils peuvent faire, mais malheureusement, le diable pas la queue, parce qu'on a en face un régime qui veut tout faire pour se maintenir contre vents et marées. Messieurs, projetons-nous à présent, projetons-nous s'il vous plaît, sortons de cette question, projetons-nous sur les dernières années du septennat des grandes opportunités. Maître Georges Teghem, c'est bien de ça qu'il s'agit. Le 6 novembre 2018, le président de la République prêtait serment devant l'Assemblée nationale, mais seulement une question, la question sécuritaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Pendant que le chef de l'État prêtait serment, effectivement, la question existait déjà. Il avait d'ailleurs promis de tout faire pour régler cette question le plus rapidement possible, chose qui n'est pas faite aujourd'hui. Et on est allé en grand dialogue national. Jusqu'ici, la situation semble perdurer sur le terrain. Pour les années à venir ou pour peut-être les mois à venir, Georges Teghem, que pensez-vous justement qu'il faut faire pour inverser la courbe de la violence dans ces régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun? Parce que le grand dialogue national semble jusqu'ici ne pas apporter les solutions escomptées à ce problème. Vous savez, je ne peux pas vous répondre sans dire un mot sur celui qui vient de travestir ce que j'ai dit. Je n'ai jamais dit que les compétences se retrouvent dans un camp. J'ai indiqué lorsqu'il faut nommer, il y a un canevas, on le suit et on prend les personnes qui soient les mieux qualifiées pour gérer l'institution. C'est compris. Donc, et cette précision étant faite, je voudrais répondre sur la crise dans le Nozo. Voyez-vous, c'est une crise grave qui m'attriste parce que ça concerne notre pays. Oui, voyez-vous, c'est une image hideuse de notre pays. C'est une crise qui me fait perdre mon latin. Parce qu'en réalité,
De quoi s'agit-il? Cette crise révèle à tout le monde que nous ne sommes même pas d'accord sur le minimum. Parce que c'est ça que je dis en termes de formation. Et c'est ça le rôle des politiques. Nous devons former les Camerounais sur le respect de la première valeur qui est la valeur Cameroun. Nous devons être d'accord sur une chose, le Cameroun. D'abord, c'est la valeur première. Yam Timba l'a suffisamment dit. Donc pour moi, la crise du Nord-Ouest et Sud-Ouest révèle qu'il y a des gens qui sont malheureusement avec nous et qui pensent encore qu'ils peuvent nous quitter un jour. Dieu merci, c'est une infime minorité, ils sont tellement minoritaires que je pense que s'ils agissent par la violence, c'est parce qu'ils n'ont pas des moyens d'expression démocratique. Ça, c'est ce que je pense. Ensuite, je voudrais dire que le devoir du gouvernement, c'est de trouver des solutions. Vous l'avez annoncé tantôt, le président de la République, lors de sa prestation de serment, s'y est engagé. Il a mis en place une série de mesures, notamment le dialogue qui a commencé depuis 2016. Il a mis en place des comités techniques, il a mis en place des commissions sous la coordination du directeur de cabinet du Premier ministre, chef du gouvernement. Il a organisé une réunion le 30 décembre 2016 à Bamenda pour régler cette crise. Il a mis en place la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et multiculturel pour régler la crise. Il a mis en place le CNDDF pour régler la crise. Et il a évolué vers le grand dialogue national qui est un pas suffisamment significatif pour la résolution de la crise. À l'occasion du grand dialogue, des mesures ont été proposées. Espérons que lors de l'implémentation, qui est probablement se fera dans les prochains jours, il faut souhaiter qu'à l'occasion de l'implémentation des mesures qui ont été arrêtées à l'occasion du grand dialogue, que ces mesures-là permettent d'aller tout droit vers la pacification complète et totale de cette zone. Je pense que les signaux qui nous parviennent déjà sont assez positifs parce qu'il faut noter que les choses se sont quand même améliorées. Mais un Camerounais qui meurt, c'est un mort de trop. Donc souhaitons qu'avec l'implémentation complète et définitive des mesures prises dans le cadre du grand dialogue, qu'on aboutisse à une paix complète et totale. J'ajoute, pour être tout à fait complet sur le sujet, que le gouvernement est dans une logique de dialogue. La priorité, c'est le dialogue. La priorité, c'est la négociation. La priorité, c'est la discussion. Yam Timba, beaucoup s'accordent à dire justement que ce problème du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, ces problèmes sont des problèmes du Cameroun entier, de tout le Cameroun, de toutes les autres régions du pays, l'extrême nord qui est également touché par cette crise sécuritaire et bien d'autres régions du Cameroun qui vivent parfois des populations dans des conditions des plus difficiles, ce qui peut expliquer selon certains observateurs, ce qui se passe dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun, que certains frères disent vouloir se séparer du Cameroun en lui-même, puisque on a dit qu'on se projetait tout à l'heure. Si vous aviez un conseil à donner au chef de l'État sur ces questions-là, sur quel levier faut-il actionner justement pour mettre un terme à cette crise et résoudre justement cette crise sociale parfois qui est perdue dans le Cameroun profond, notamment à l'extrême nord et bien d'autres localités du pays. Non, je vais pas faire le travail de ceux qui sont payés pour le faire. Ceux qui sont payés pour le faire. Je crois que le chef de l'État, il est assez... Est-ce que nous tous faisons partie de la solution? Vous pouvez bien... Nous faisons tous partie de la solution, mais ce que je vais dire, en fait, c'était une boutade pour dire que les gens doivent faire davantage. Tout à fait. Il est inadmissible que nous ayons des problèmes et que les solutions semblent de plus en plus difficiles à trouver. Mais je note quand même, et c'est réconfortant, parce qu'après, il faut que nous, je dis encore, nous devons rester factuels et modérés. Entre 2016 et aujourd'hui, la situation s'est nettement améliorée dans ces deux régions. Il y a beaucoup de problèmes. J'ai la chance de connaître les deux régions et je sais que la qualité de vie s'y est sérieusement dégradée. Et aujourd'hui, le gouvernement, je pense que lui-même le dit à qui veut l'entendre, mais nous attendons quand même les actes sur le terrain. Le gouvernement sait très bien qu'il faut rapidement résoudre cette crise. Mais dans le même temps, il ne faut pas que les gens se trompent. Un gouvernement ne cède pas à tout. Parce qu'il y a un certain nombre de choses qui caractérisent un État. Et un gouvernement ne cède pas sur les choses qui caractérisent un État. Parce que sinon, il n'y aura plus d'État. Du tout. Donc, les gens parfois ont tendance à dire que le président ne dialogue pas, le président ne fait pas ceci. Non, il faut faire attention. Le président ne dialogue pas avec
toutes les factions, toutes les personnes qui vont être en désaccord, vont être mécontentes en sortant de son bureau pour aller en discuter avec eux. Le président dialogue avec la nation tous les jours. Mais ça, les gens ne le savent peut-être pas. Parce qu'il y a des bulletins de renseignement quotidiens. C'est pour ça que ça s'appelle quotidien, qui remontent tous les jours au président de la République. Il y a les rapports depuis le sous-préfet, depuis le maire, de tout le gouvernement, qui remontent jusqu'à la présidente de la République. Et le président y répond. Mais le président a des modes à travers lesquels il répond au peuple. Les décrets, les lois, les élections, les référendums, etc. Le président ne peut pas se lever chaque fois que quelqu'un est mécontent et venir parler avec lui. Il n'aura jamais le temps de faire son travail. Donc, il y a ces formes républicaines, ces formes administratives qui existent et à travers lesquelles, ces canaux, à travers lesquels le président dialogue tous les jours que Dieu a créés avec son peuple. Et on vous rétorquera que les résultats de ce dialogue-là tardent parfois à venir et qu'ils Oui, sont je suis d'accord avec vous. J'ai été visible. J'ai été le premier à vous dire que nous sommes impatients. Oui, il faut accélérer peut-être. Voilà, il faut peut-être pas accélérer, mais je crois qu'il faut creuser davantage. Il faut creuser davantage et être plus construit. Mais la première chose que nous, le peuple, les syndicats, la société civile, les partis politiques et tout le monde que nous devons faire, nous devons cesser de mépriser ceux qui dirigent le pays ou ceux qui ont des postes de responsabilité. Chaque fois que vous méprisez quelqu'un, vous êtes en train de dire qu'il ne vaut rien et c'est votre peuple que vous méprisez, sans le savoir. Parce qu'en méprisant celui qui tient une institution, c'est cette institution en réalité. Parce que les institutions ne sont pas fortes parce que c'est du fer ou du béton. Les institutions sont fortes parce que les hommes qui animent ces institutions-là jouissent de la confiance du peuple, du soutien et de la motivation du peuple, et eux-mêmes, ils sont d'une certaine intégrité. Donc, il faut que, pour ce qui est du nord-ouest, du sud-ouest ou de l'extrême nord, la question de fond, le problème de fond se situe à 2 ou 3 niveaux. Le passif de la réunification. Je suis content qu'on ait rappelé l'UPC qu'il demandait depuis déjà 48. Et le passif de l'unification, comment ça a été mené? Il n'a jamais été question dans le cadre de l'unification, il me semble, que les Camerounais cessent d'être des frères, cessent d'être les mêmes. Nous ne pouvons pas nous permettre, pour des raisons de dignité devant les autres, de pérenniser des choses venues d'ailleurs qui nous ont séparés et de continuer à croire que c'est sur cette base que nous allons construire l'avenir. Nous ne pouvons construire un avenir sérieux, solide, que sur la base de nos propres valeurs, de nos valeurs traditionnelles. Or, nos valeurs traditionnelles, ce n'est pas d'exiger des discussions ou d'exiger du président à faire ce que vous voulez. Ce n'est pas non plus de nous fonder. Et là, c'est sur le plan institutionnel. Ce n'est pas de nous fonder sur des architectures institutionnelles venues d'ailleurs. Nous devons savoir que le nord-ouest et le sud-ouest sont aussi des zones qui, sur le plan géostratégique, représentent un certain nombre d'intérêts, un certain nombre de grandes puissances, et qu'il y a beaucoup de manipulations autour de tous ces mouvements que nous observons. Mais ce qui peut être vu depuis cette année 2016, et donc quelques années avant, c'est que le pays s'est enlisé à un certain niveau de pauvreté. Lorsque les gens vivent plus de pauvreté qu'elle n'est supportable, ils revendiquent tout et n'importe quoi. Et simplement, ça peut être le moyen pour eux de se faire entendre. Et ça peut être une opportunité pour eux. Je vous ai dit, attention, nous on rejette le terme opportunité, mais c'est ce que les autres font, opportunité. Et c'est une opportunité pour eux de se positionner et de prendre position et de prendre une place qui peut exister. Donc, en conclusion, ce que je vais dire, c'est quoi? L'État aujourd'hui, l'État, les leaders, sous d'autres cieux, quand il y a un problème comme dans le sud et le nord-ouest, il faut qu'un programme prioritaire économique soit mis en place. Et ce programme économique prioritaire doit comprendre un certain nombre de grands travaux. Il me semble, moi, de mon point de vue, qu'aujourd'hui, lancer quelque chose comme un port en eau profonde à Limbé,
que relancer le projet de transformation de manioc dans la zone de Bakassi qui peut occuper 250, qui crée 250 000 emplois. Je le sais parce que je travaille sur ce projet. Et je sais comment on peut le monter et comment on peut arriver à créer 250 000 emplois dans les 3 ans qui suivent dans la zone de Bakassi. J'ai travaillé sur le projet de transformation de manioc, lancer un projet de port en eau profonde, etc., lancer des projets de viaducs, d'autoroutes, par exemple, Bafoussam-Bamenda. Ces grands travaux sécurisés par l'armée vont permettre de ramener la confiance au niveau des populations. Et j'en profite pour féliciter nos forces armées pour les actions civilo-militaires qui sont actuellement menées et qui contribuent à ramener un peu plus de paix. Et il faudrait que tout le monde respecte cette armée. J'entends les gens les appeler la milice, la soldatesque. Il ne faut pas faire ça. Et c'est pour ça que je dis à tout le monde fait partie de la solution. Parce que si vous appelez un colonel, un général, un officier et un homme de troupes soldatesque ou milice aujourd'hui, demain, si vous avez l'opportunité de le commander, il ne vous obéira pas. Absolument. Parce qu'il va se dire, mais je ne suis pas un soldat, je suis une milice. Donc il faudrait que nous fassions attention et que nous nous assurions que nous sachions que, en réalité, si nous apaisons la vie politique, c'est-à-dire que nous nous entendons pour dire, ok, aujourd'hui, calmons tous les conflits qui existent, les questions qui semblent faire problème, essayons d'aller, tendons la main. Allons discuter avec les gens. Toutes les discussions ne doivent pas se faire devant les caméras. Les présidents des partis politiques, les gens peuvent aller voir les sous-préfets pour leur dire, monsieur le sous-préfet, nous aimerions quand même pouvoir faire un certain nombre de choses. Qu'est-ce qu'on fait? Quel est le canevas que vous nous donnez? Les gens discutent et cette discussion, cette paix-là, va faire que tous ceux qui sont belliqueux et en veulent mettre le pays à feu et à sang et revendiquent des choses violemment, vont se retrouver tout seuls et isolés et le pays pourra avancer. Jacques Dobert voulait réagir. Oui, je voudrais justement m'adresser à M. Yamtimba, d'abord en lui disant merci pour le lapsus, pour avoir corrigé le lapsus que j'ai commis tout à l'heure avec la naissance du PC en 1948. J'avais 3 ans, merci. Mais le problème qui se pose aujourd'hui pour de nombreux Camerounais, c'est d'abord l'arrogance des gens qui dirigent ce pays. C'est vrai. La pauvreté, la précarité qui caractérise la majorité. J'ai toujours écrit, quand j'ai eu le temps d'écrire, j'ai toujours dit qu'il y a le paradis terrestre n'existe plus. L'enfer n'existe pas non plus sur terre. Mais quand on voit aujourd'hui avec quelle vitesse les fonctionnaires s'enrichissent au détriment des masses laborieuses, appelons ça comme ça, ça pose des problèmes. La rigueur et la moralisation. C'est pour cette raison que moi je vais m'adresser à vous demain. Quelle action peut-on faire en direction de ces fonctionnaires pour que les gens de plus en plus sachent que on n'est pas là pour nous-mêmes, mais on est là pour l'ensemble. Je vous répondrai en 30 secondes, si vous me le permettez. Vraiment, 10 secondes. Ouais, vraiment. Vous savez, je vous en donne 10 ce que vous dites est extrêmement important et je vois Gakam. Gakam, oui. Gakam. Pardon, non, enfin, il fallait que je m'assure. Monsieur Gakam, je le vois impatient de vous répondre. Vous savez, nous avons beaucoup de choses. Vous avez par exemple le tribunal administratif. Oui. Combien de Camerounais se saisissent du tribunal administratif? Parce qu'on a peur des magistrats. On n'a pas confiance aux magistrats. Le magistrat n'a pas besoin de vous voir. Je passe sous le contrôle d'un avocat. Il n'a pas besoin de vous voir au moment où vous venez vous plaindre. Si tous les jours, le tribunal administratif du Douala, du littoral, le tribunal administratif du littoral, voilà, recevait 1000 dossiers, je peux vous assurer qu'à terme, il y aurait beaucoup de choses qui se passent. Les gens disent vouloir défendre leur liberté, mais ils ne pensent pas qu'il y a déjà des canevas qu'il faut utiliser et qui sont institutionnels. D'accord, on a compris, Yamtimba. Pierre Gaëtan Gakam, vous vouliez réagir tout à l'heure, je vous ai vu prendre des notes quand Yamtimba s'exprimait, mais je voudrais justement qu'on se projette sur l'avenir, sur ce qu'il faut faire justement dans l'avenir avec ces contestations et bien d'autres qui continuent de meubler l'espace. Et Jacques Dobert, là tout à l'heure, je vous ai vu également approuver, qui parlait justement de cette pauvreté ambiante, de cette arrogance des fonctionnaires qui s'enrichissent sous le regard des populations qui vivent dans une précarité extrême. Et justement, la question de la rigueur et la moralisation, nous l'avons évoqué hier sur ce plateau qui a pratiquement disparu. C'était l'un des chevals de bataille du président de la République quand il prenait le pouvoir. Je vous donne justement l'occasion de réagir, mais en vous projetant sur l'avenir, comme je le disais tout à l'heure. Oui, avant de me projeter sur l'avenir, je vais confirmer ou alors entériner ce que les deux précédents orateurs ont dit.
Je suis très content également parce que il a su, avec une certaine subtilité qui lui est propre, n'est-ce pas, passer du défenseur du système en un observateur qui peut apporter des solutions, qui peut être lucide. Parce que j'ai eu peur à un moment donné. Parce que lorsqu'il nous donne l'impression que des personnes ne respectent pas le système en invoquant des thèmes du genre soldatesque et milice, je voudrais également lui rappeler que ce n'est pas le peuple camerounais qui est à l'origine d'un mot comme apprenti sorcier. C'est-à-dire que... Vous ne vous sentez pas obligé de répondre à ça. Voilà, oui, je ne suis pas obligé de répondre à ça. Oui, Juste pour dire que nous sommes quand même dans un régime liberticide. Vous voyez un peu, nous sommes dans un régime liberticide. Et si les Camerounais avaient confiance en ceux qui les gouvernent, il n'y aurait pas cette sorte de méfiance. Les gens ne se regarderaient pas en chien de faïence. Vous voyez bien aujourd'hui, et il a dit, les gens n'arrivent même pas à aller se plaindre. Parce qu'ils savent, avant même d'être allés se plaindre, ils ont déjà une idée du résultat. Imaginez-vous que le juge reçoive en longueur de journée 1000 plaintes ou 10 000 comme il a si bien dit, et que les procès se fassent à huis clos. J'espère bien que vous suivez mon regard. Alors, à partir de ce moment, on ne fait plus confiance en personne. Et pour ceux qui n'ont pas compris de quoi je parle, il s'agit bien des procès des militants du MRC arrêtés dans le cadre de la crise post-électorale. Et donc, nous devons avoir le courage de le dire, puisque vous avez demandé qu'on se projette sur l'avenir. Oui. Eh bien, qu'est-ce que vous souhaitez justement que le président de la République fasse peut-être dans les prochains jours, dans les années à venir, pour assainir le climat politique un tout petit peu tendu? Nous le souhaitons. Vous n'espérez plus rien du tout? Nous n'attendons plus rien de lui. Il a fait ses preuves, il a montré ses limites. Nous disons plutôt que avec le MRC, on aura un Cameroun où les libertés publiques, les libertés politiques individuelles seront respectées, où les individus, les partis politiques auront la possibilité de s'exprimer librement, où des citoyens pourront vaquer paisiblement à leurs occupations et où les dirigeants travailleront pour le petit peuple et non pour s'engraisser et vivre dans un luxe insolent. Merci. Non, juste une phrase. Oui. Je voulais vous dire qu'en 1981, vous ne serez pas en train de dire ce que vous dites là sur le plateau. Ça veut dire qu'il y a des avancées démocratiques. En 1981, vous ne pourriez pas vous asseoir là. Est-ce qu'il suffit de venir s'asseoir et dire ça, maître, et rentrer dormir sans manger? Et indiquer, comme vous le faisiez tantôt, que nous ne sommes pas une démocratie. Nous avons beaucoup avancé. Je le dis et je l'assume, maître Tegem. Je vous rappelle que j'ai été fusillé dans mon pays par un policier en tant qu'homme politique lors d'une manifestation publique. J'ai pris une balle dans le dos. Vous êtes avocat, dites aux téléspectateurs que cela ne se fait pas, maître. De grâce, dites-le. Vous pouvez être de n'importe quelle casquette politique, mais dites-le. Maintenant, ne m'en voulez pas, ne faites pas le procès de dire, après avoir vécu cela, ne faites pas le procès, maître, excusez-moi, ne faites pas le procès après avoir vécu cela, de dire que nous sommes dans un régime liberticide. J'ai un exemple que je viens de citer. Lorsqu'après avoir pris une telle balle, vous vous retrouvez en prison, gratuitement, si vous voulez parler seul, il faut traduire devant un tribunal militaire toujours totalement vide. Je parle avec des faits. Les faits sont sacrés. Cette manifestation, c'est parce qu'il y a eu une évolution qui a fait sacrée. Elle n'a pas eu lieu, elle a été brimée. Et ça m'amène justement à dire que vous demandez qu'on respecte le Cameroun. Vous demandez qu'on respecte le Cameroun. Je veux bien qu'on respecte le Cameroun. Nous respectons le Cameroun. Nous sommes un parti républicain, mais comment respecter? Vous l'êtes. Nous sommes un parti républicain. Comme tous les autres partis. Oui. Vous l'êtes. Tous les autres partis sont. Non, tous les autres. À partir du moment où vous déposez les statuts au MINAC, nous respectons les institutions républicaines. Tous les autres le font. Sauf que nous avons l'impression qu'en face, et donc ça m'amène à dire que ce ne sont pas tous les partis, parce qu'en face, ceux qui nous interdisent ces manifestations sont pour la plupart du temps les militants du parti de Maître Tegem. Donc je voudrais que, avant de nous demander de respecter les institutions, ce que nous faisons déjà bien, que ceux qui sont en face respectent déjà la Constitution, qui est notre loi fondamentale, minimalement, ce qui n'est pas fait présentement. D'accord. Messieurs, l'émission est terminée. Oui, je vais permettre à M. Tegem de dire une phrase. Juste une, vraiment. Monsieur du MRC. Monsieur Ngankam. Monsieur Ngankam, vous savez, ce n'est pas les politiques qui organisent les manifestations dans la cité. Ça a été confié à une autorité administrative qui est un fonctionnaire. Est-ce que la distance est vraiment très grande? Elle est aussi grande que la distance
qui sépare le ciel de la terre. C'est ça le problème chez Donc, nous. effectivement, On monsieur. croit que sous-préfet, préfet, ou gouverneur, on va l'assimiler à un parti. Il ne faut pas faire ça. En réalité, c'est la réorganisation de notre façon de voir. Ouais. C'est ça que je disais tout à l'heure. Faites attention. Quand vous parlez à l'armée, vous utilisez certains termes. Ouais. C'est mauvais. Quand vous parlez à un sous-préfet, parlez-lui en vous disant, vous êtes un fonctionnaire. Et en tant que fonctionnaire, voilà. Merci Yann Timba. Merci. Vous le poursuivez au tribunal Merci administratif. Yann Timba d'être venu. Merci. Continuez. Merci messieurs. Merci. Vous n'aviez peut-être pas forcément tout. Merci Jean Dobel. Yann Timba, bien encore. L'émission est terminée, messieurs. L'émission est terminée. On aura peut-être l'occasion de poursuivre le débat. On peut le poursuivre d'ailleurs à l'extérieur. Mesdames, messieurs, merci d'avoir suivi cette autre édition du débrief de l'actu. Rendez-vous demain pour la dernière édition de la semaine. Bonsoir.